ce sera à la prochaine. On va donner la parole à notre ami Nebiwan, à Perrault, Rita, Izuba. Non. Finalement, il y en a 5. Bon, on va donner à Pichou, à Izuba, à Rita, à Perrault et à notre ami Nebiwan. 5 questions, s'il vous plaît, et on termine. Je souhaite que vous puissiez les poser en même temps. Comme ça, on enregistre et on est sûr de tenir le temps, s'il vous plaît. Ok. Excellence, merci pour la parole. Vous parole. pouvez juste rappeler votre nom, s'il vous plaît. Félix Matoudi. Je commence d'abord par les porte-parole de la police. Je voudrais avoir sa réaction par rapport aux actes des bavures qui ont été constatés ces derniers temps le long du boulevard du 30 juin, où on voit comment les policiers sont en train de malmener certains citoyens congolais, à l'exemple du président du syndicat de l'ONATRA. Ce sont des actes qui choquent les esprits. Est-ce que c'est vraiment dans la vision du chef de l'État d'avoir une police professionnelle avec de telles méthodes d'application? Alors, monsieur le ministre, je voudrais aussi poser une question à vous par rapport à la présidence de l'Union africaine. Est-ce qu'il y a possibilité pour que le chef de l'État puisse quand même solliciter l'appui des autres pays africains pour l'accompagnement de l'état de siège? Parce que c'est vrai, l'armée est en train de faire un bon travail, mais on sent qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore... qui restent à faire. Est-ce que les autres pays ne peuvent pas, le cas par exemple de la SADC, qui a toujours accompagné la RDC, peut aussi apporter de l'aide pour terminer ou finir directement avec les groupes armés dans l'est du pays? Merci. Prochaine question. Merci Monsieur le ministre pour la parole. J'adresse mes questions au porte-parole de l'armée. D'après les bribes d'informations que j'ai, il y a eu une double attaque dimanche dans la région minière en Ituri, précisément vers Kobu, sous la route Mongwalou, et plusieurs véhicules ont été criblés des balles. Est-ce que vous confirmez l'information? Et puis, pourquoi les Codeco ou les FPIC en cravate, je veux dire, les tireurs de ficelles, ne sont toujours pas arrêtés? Pourtant, on sait que les services de renseignement ont une liste de toutes ces personnes-là qui tirent les ficelles. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais poser ma question au général porte-parole de l'armée. Comment s'organise l'opération pendant cet état de siège? Parce que l'opinion ne comprend pas que certains villages, comme vous avez eu à les placer ici sur le tableau, souvent déjà récupérés, mais on attend encore des massacres sur le même village déjà récupéré par notre armée. Est-ce que, aussitôt récupéré, vous passez ou vous restez sur place pour sécuriser de façon stable le terrain déjà récupéré? Merci. Merci. Perrault. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le ministre, pour la parole. Je voudrais vous poser une question sur les assurances que vous avez données sur les conditions dans lesquelles on est en train de prolonger l'état des sièges. Vous savez qu'il y a des députés, notamment le collectif des députés de l'Ituri, qui estiment que d'une certaine manière, au nom de certaines visées politiques, on fait prolonger l'état des sièges au niveau de l'Assemblée nationale sans pour autant faire l'état des lieux de la situation. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais sur mon plateau avec le tout nutrient député Molière, qui est venu se plaindre en disant que l'état des sièges est prolongé à l'Assemblée nationale sans pour autant faire la comptabilité ou plutôt la lecture de la situation. Vous répondez comment à ces députés? Parce que quand je vous entends parler, j'ai comme l'impression que par rapport à ça, nous sommes totalement aux antipodes. Et puis par rapport à cet état des sièges, Excellence Monsieur le ministre, je voudrais que vous rassurez un peu la population, parce qu'il n'y a pas longtemps, on a vu certains responsables des corps des métiers se plaindre, notamment le collectif des douaniers à Goma ou un peu ailleurs, disant que les gouverneurs militaires qui ont été nommés commencent à oublier le rôle pour lequel ils ont été nommés, en se livrant notamment dans certaines pratiques. Les marchandises avant d'être des douaniers doivent aller dans des camps militaires, des gouverneurs ont nommé certains militaires. J'ai une déclaration sur cette question-là des responsables. Est-ce que des instructions fermes, ou plutôt des solutions ou des réponses ont été données pour que les militaires, les gouverneurs militaires qui sont là-bas, se rendent compte qu'ils sont là pour mener la guerre et non pas pour faire les affaires comme on commence déjà à les accuser? Merci. C'est extrêmement grave.
Pichu Mulumba. Merci, Excellence. Ma question s'adresse au porte-parole militaire. Nous avons bien noté qu'il s'agit d'une guerre asymétrique avec des fois l'ennemi fondu dans la population. C'est là même que la sensibilisation de la population, mieux sa collaboration a tout son sens. Est-ce qu'à ce stade, c'est une sensibilisation réussie? Est-ce que la population dénonce finalement auprès des services les mouvements suspects ou les suspects directement? Voilà, merci pour cette série de questions. Je veux dire 2-3 mots liminaires, je reviendrai à la conclusion. Alors, sur la question de Félix Mouatuidi sur les cas des bavures policières. Je crois que les commissaires supérieurs principaux à main droite s'est promptement mobilisé pour venir à la demande du commissionnaire divisionnaire, j'espère que je l'ai bien dit, le général Amouli, pour venir à mes bureaux le jour où Patient Ligodi a été touché. Vous savez que lorsque la police intervient, malheureusement, dans tous les pays du monde, on appelle la police force de l'ordre. C'est la force. Et très souvent, quand on utilise la force, on n'est pas toujours loin du dérapage. Ceci ne justifie pas cela. Mais c'est juste pour vous dire que ça ne peut pas être la stratégie pour les hommes qui sont formés au maintien de l'ordre, d'aller prendre des gens de force, les remettre dans les véhicules et les amener. Non. C'est des pratiques que nous avons dénoncées. D'ailleurs, le policier qui a été identifié comme l'auteur des violences qu'avait suivi Patient Ligodi est encore dans les jeux de la police. Ça veut dire qu'ici, il faut éviter de faire une généralisation. Une généralisation qui tend à salir la police, à dire regardez la police américaine, quand elle intervient, il y a des morts, vous voyez. Ceci ne justifie pas cela, je répète, mais il faut, et ça on le rappelle tout le temps, à nos hommes en armes et en uniforme, faire attention lorsque vous intervenez sur terrain. Au sujet de l'appui des autres pays, il y a le mécanisme de FIB, je me ferai compléter par le général, la force, la brigade d'intervention qui s'est mise en place, où le Kenya s'est engagé à mettre de troupes qui viendront dans le cadre de troupes de la MONUSCO pour appuyer l'état de siège. Je sais que la collaboration a sensiblement été améliorée entre nos forces armées et la MONUSCO dans cette quête-là. Donc le général qui a un peu plus d'éléments à ces sujets pourra me compléter à ces propos. Alors, la question de Perrault-Louara sur les conditions des prérogations de l'état de siège. Je ne voudrais pas aller dans les débats parlementaires, mais moi je sais que nous, au niveau du gouvernement, tous les 15 jours, c'était le cas vendredi, nous en discutons d'abord en conseil de ministres, ensuite nous allons en petit comité. Alors, lorsque les gens demandent état de lieu de la comptabilité de la situation, laquelle? Parce qu'il y a eu même la gouverneure de la Banque centrale qui a été entendue par la commission parlementaire chargée de l'évaluation de l'état de siège pour dire le moindre dollar qui a été sorti pour cette opération. Avec l'IGF ici, il y a quelques jours, il nous disait le contrôle parlementaire, c'est les derniers niveaux de contrôle. Et donc, l'état de siège, c'est l'exercice qui vous montre que nous sommes effectivement engagés dans un processus démocratique. Au-delà des mots d'ordre dont on parle, au-delà de tout ce qu'on dit, je ne voudrais pas aller dans cette polémique, mais vous voyez que nous, gouvernement, tous les 15 jours, nous peinons à l'obtenir. Parce qu'il y a des opinions qui sont hostiles et pour des bonnes raisons. Pour des bonnes raisons parce que l'Est de la République démocratique du Congo, on n'a pas besoin de le répéter, constitue le fonds de commerce de plusieurs. D'une manière ou d'une autre, la situation des guerres profitait à certains qu'aujourd'hui, le fait de l'état de siège perturbe leurs intérêts. Et donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des lobbies qui se dressent. Richard Chako disait tout à l'heure, on veut circonscrire soit dans telle zone, soit dans telle zone. Mais il y a des zones opérationnelles qui sont bien délimitées, il n'y a pas des opérations à Goma. Mais on sait que Goma, c'est le chef-lieu de la province du Nord Kivu et que quelqu'un peut s'évader de là pour aller là-bas. Et donc il faut avoir un cordon de sécurité plus grand. Mais lorsqu'on doit mener des opérations, c'est sur des zones circonscrites. C'est pour ça que les gens d'ailleurs, quand on parle des opérations, parce qu'ils ne les visualisent pas, ils pensent que nous racontons des choses qui ne sont pas. Et on va aller progressivement, j'espère que nous irons sur terrain pour que vous puissiez voir de votre propre yeux. Alors l'idée ici, c'est tout simple. Lorsque nous sommes partis sur place avec le Premier ministre, mais nous avons discuté avec les élus provinciaux, que ce soit dans le Nord Kivu ou dans l'Ituri. Mais tous, la première chose qu'ils veulent,
c'est la paix et la sécurité. C'est la paix et la sécurité. Et les conditions qui peuvent permettre le retour à l'état normal ne sont pas encore réunies, parce que tous les jours, vous voyez qu'il y a des incidents qui sont rapportés, qui sont relayés. Et donc nous, pour ce qui nous concerne comme gouvernement, nous remplissons les conditions de ces prolongations. Parce qu'on nous a récalé pour le projet d'habilitation. Si nous ne remplissions pas les conditions, on n'y retournerait pas. On fait les conseils de ministres vendredi, et lorsqu'il s'agit de l'état de siège, vendredi soir, il y a une réunion qui se tient autour du premier avec le ministre de la Défense. On réunit tous les éléments, de sorte que lorsqu'on va à l'Assemblée, on est sûr qu'on apporte les éléments qui permettent d'assurer la prolongation. Alors, votre deuxième question, elle est grave. Parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas vraiment compris l'esprit de l'état de siège. Je ne sais pas si les gens ont lu les ordonnances, parce qu'il y a des ordonnances qui fixent les conditions. Les gouverneurs militaires n'ont pas seulement pour rôle, et d'ailleurs le général va préciser, de conduire les opérations militaires. Ils ont aussi des tâches administratives. Et peut-être que vous ne les savez pas, les gouverneurs militaires, par exemple, du Nord Kivu, c'est lui qui s'occupe des questions financières et de toutes ces questions économiques. C'est celui qui était ministre provincial de Finances du gouvernement précédent, vous pouvez le vérifier. Et donc ça veut dire que les gouverneurs sont venus avec une thérapie des chocs, ils ont droit à des collaborateurs, mais c'est aussi la prise en main pour faciliter les fonctionnements. Il existe des divisions provinciales. Et donc aujourd'hui, et le président de la République est très clair là-dessus, vous avez suivi l'IGF ici, c'est la cour martiale. Déjà que les militaires ont suffisamment de pression parce que nous voulons les résultats, vous voyez qu'il y a cette forme de contrainte de temps, est-ce qu'ils peuvent commencer à se compromettre? Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérapage par rapport à la nature du pays et aux différents comportements que nous décrions. Il peut y en avoir, mais je ne suis pas sûr que ces dérapages sont dans les chefs des officiers qui sont censés travailler à ramener la paix dans cette partie du pays. Mon général. Merci, Excellence. J'ai vu M. Massoudi qui a demandé, merci d'abord parce qu'il dit l'armée fait un bon travail, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir des appuis d'autres pays, d'autres organisations? Oui, nous sommes déjà suffisamment avancés dans l'appui que nous bénéficions de pays, de ce qu'on appelle la brigade de la SADC au sein de la MONUSCO. Elle travaille avec nous. Elle est composée de 3 pays, vous le savez. Un quatrième vient s'ajouter. Il y a l'Afrique du Sud, le Botswana, la Tanzanie, non, le Kenya, pardon. Et donc nous sommes en train de travailler. Et votre armée est en train de monter en puissance. Vous le savez, une vingtaine d'années après, nous avons formé suffisamment d'unités. Nous sommes en train de former d'autres, aussi bien localement qu'à l'extérieur. Et ces unités font un travail exceptionnel. Nous travaillons d'arrache-pied, nous travaillons comme il se doit. Dans le cas de la SADC, cette brigade est en train de nous appuyer dans le cadre des opérations que nous menons pour éradiquer la menace, d'où qu'elle vienne, évidemment. Ceux qui sont la cause de cette menace aussi, en tout cas ceux qui génèrent cette menace. Des deux, son Excellence vient de vous en parler tout à l'heure. Nous sommes ici en train de travailler avec la MONUSCO depuis des années. C'est un partenaire précieux qui fait un travail appréciable. Depuis un certain temps, nous sommes en planification conjointe avec la MONUSCO pour pouvoir améliorer notre prestation ensemble, de manière à aller sur l'objectif et aller immédiatement faire ce que nous avons appris à faire au-delà des études civiles. Nous avons des choses que nous avons apprises en tant que militaires. La plupart des gens qui m'ont connu à l'ISTI, aujourd'hui, comme celui qui est en face de moi, et quand il me voit aujourd'hui, il ne voit pas l'Istien d'hier, il trouve un combattant tout fait. J'ai appris au-delà de ce que j'avais appris à l'ISTI, le journalisme, j'ai ajouté une dimension autre, celle de mener la guerre et de la conduire dans la discipline pour aboutir à la victoire, quoi qu'il en coûte. C'est cela le travail.
Et donc, nous faisons ce travail-là. Nous ne sommes pas fermés. Le chef de l'État, commandant suprême, n'a-t-il pas, au niveau de l'Union africaine et dans ses différentes rencontres avec d'autres pays de la SADC, mentionné l'idée de mettre sur pied une structure dédiée à la lutte contre les terrorismes. Je voudrais ici vous faire réfléchir un peu. Souvenez-vous, dans les années 1990-98, notre pays, la République démocratique du Congo, était le dernier rempart contre le communisme. Le communisme a échoué en Afrique grâce à notre pays. Mais aujourd'hui, le Congo seul, la République démocratique du Congo seul, fait face au terrorisme par ses propres ressources humaines, matérielles, logistiques et de belles manières. Alors qu'ailleurs, G5 Sahel, et puis, vous avez vu, même en Asie, des grandes puissances sont allées se battre là-bas contre le communisme et contre le terrorisme, excusez-moi, mais chez nous, nous le faisons seuls. Et nous l'avons fait, nous continuons à le faire. Mais nous ne disons pas que nous ne pouvons pas le faire avec les autres. Donc, aujourd'hui, nous sommes encore le dernier rempart contre les terrorismes sur le sol, le continent africain. Et si ces pays qui nous regardent, à l'étranger comme dans les environs de chez nous, ceux qui nous regardent, ne mettent pas la main à la pâte pour nous appuyer, l'actuelle civilisation va à son déclin. Suivez les différentes conférences tous les jours, on vous le dit. Imaginez par exemple les terroristes qui sont au Mozambique se joignent avec ceux qui sont dans la province de l'État islamique en Afrique centrale, à Madina, chez nous donc, et Boko Haram, et AQMI au Maghreb arabe, ensuite avec Al-Qaïda dans le monde. Vous voyez ce que ça donne? C'est des sueurs dans le dos. Voilà. La sixième question qui a été posée par madame demande les troubles ou l'attaque qu'il y a eu à Kobu. Il y a des Codeco, il y a des tout ça là, la liste. Je comprends les soucis. Mais c'est le même souci qui nous habite. La population a le devoir citoyen de nous soutenir. Je l'ai toujours dit, aucune armée, je ne citerai pas des pays, vous voyez comment ils échouent aussi, aucune armée ne peut réussir si elle n'a pas le soutien de sa population. Aucun pays. On va conclure, mon général. Allez dans la conclusion. Merci, Excellence. En ce qui concerne la question qui a été posée sur comment organiser et comment on organise l'opération, parce que on conquiert, on s'en va ou on abandonne. Non, 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 non. L'armée, le commissaire divisionnaire vous a dit ici, l'armée a un objectif militaire. Par exemple, nous devons conquérir la commune de Nsele. Quand nous y allons, nous ne sommes pas seuls. La police est avec nous. Quand nous faisons la conquête, nous passons au-delà de l'objectif parce qu'on ne protège pas l'objectif militaire. Dans l'objectif, nous allons au-delà. Les services compétents viennent, l'administration, la police, la justice, ainsi de suite. Nous, on est partis. Et ces services-là ont mission de rétablir l'ordre, de restaurer l'autorité de l'État, de poser des actes équivalents dans le sens des services sociaux de l'État, au service de la population. Je crois que la question posée par Perrault, Excellence, vous y avez répondu, au sujet du comportement des grands chefs militaires. Non, non, je pense, Perrault, je peux vous donner un élément. La plupart des gens qui crient là-bas, très fort là-bas, ils ont la capacité de nuisance au plan économique. Je ne parle pas de ceux que vous avez reçus. Je parle de la majorité des gens qui crient là-bas, les commerçants. Ces gens-là, ils sont habitués à faire le commerce transfrontalier sans honorer la douane congolaise, sans élargir l'assiette fiscale de l'État. Alors, quand un militaire ne peut pas être présenté à l'Assemblée provinciale par une motion de défiance, il devient une cible, on doit l'attaquer. Voilà. On va passer la parole au commissaire supérieur principal de la police. Merci, Excellence. J'étais impatient de ne pas répondre à Félix, parce que
j'ai une image en tête de la dernière grève de nos professionnels des médias dans l'enceinte de la FNC. Vous avez vu que l'état de nervosité n'était pas prêt à la paix et c'était une transition vers la violence. Et donc, c'est vous dire que quand quelqu'un est révolté, il n'a pas dans sa bouche des paroles de paix. Il est dans un état où il veut en découdre, premièrement avec la police, parce que la police ne voudrait pas qu'il commette des actes à la destruction du tissu économique. Et lorsque nous sommes appelés aussi à rétablir l'ordre public perturbé, nous devons prendre en conscience le rapport de la proportionnalité de nos forces par rapport, n'est-ce pas, à la menace. Et ce sont ces choses-là qu'on étudie à l'école. Et si peut-être il y a eu dérapage, vous n'en tiendrez pas compte pour l'instant, et nous allons de manière administrative régler la question. Mais il que vous devez reconnaître que lorsque vous êtes dans l'objectif de réclamer un droit, ne prenez pas la police comme étant un ennemi. Non. Nous venons pour que vous puissiez aussi savoir que la chaussée est réservée pour tout le monde, et vous qui voudriez réclamer vos droits, et nous qui n'avons pas la possibilité de le faire, qui passons pour autre chose. Mais lorsque la rue est obstruée, la rue, on a placé des barricades enflammées, et la bouche vocifère des insanités de nature que même le diable n'accepterait pas. Alors, vous nous demandez, nous, de faire quoi? De venir avec la Bible et la soutane vous dire, venez, nous allons à la messe. Nous allons vous cueillir à certaines conditions pour que nous puissions vous calmer les esprits après, et on va refaire la paix. Voilà au moins ce qui a été dit en ce sens. Voilà, merci monsieur le commissaire supérieur principal. Mon général, je vous donne 1 minute pour la conclusion. Merci, Excellence. Il y a un confrère qui a demandé, qui a posé la question sur la sensibilisation. Je voudrais le rassurer que la sensibilisation est faite de belles manières par nos hommes. Les gens de la communication militaire qui sont déployés à travers l'ensemble du territoire le font à travers la radio, la télévision, mais également à travers vous, les relais, vous, les partenaires, à ce travail-là. Je vous informe que, j'ai placé une radio de l'armée à Béni, et les met 18h sur 24. Je suis en train de placer une deuxième radio à Bounia, avec l'appui de la RTNC. La radio sera placée à Bounia avant la fin de la semaine prochaine. Elle va commencer à émettre. Objectif, sensibiliser la population, parce que l'ennemi se cache dans la population. Et nous, on n'a pas compétence pour aller canarder notre propre population. Si elle est sensibilisée, elle se démarque complètement de l'ennemi, il est devant nous, il est fixe, ça sera fait et on termine le problème. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier de votre participation à cet exercice démocratique. Nous allons nous retrouver dans les jours à venir autour d'une thématique précise pour être sûr qu'à travers vous, nous apportons la lumière à nos populations partout où ils nous suivent en République démocratique du Congo, grâce à vos médias et surtout à la télévision nationale. Merci.